Film d'art et Ciné-Palace, un premier cinéma d'auteur avant 1914. Une causerie d'Alain Caroux donnée le 25 janvier 2024 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma est déclinée en podcast. Épisode 3. Le style de Capellani. Alors, Le Voile du Bonheur présente ainsi des compositions scéniques qui sont tout à fait passionnantes, je trouve. La première scène, le premier tableau qu'on a vu tout à l'heure, organise une petite chorégraphie de mouvements et de déplacements dans laquelle l'œil du spectateur est invité à circuler d'un personnage à l'autre. Finalement, on nous présente 4 personnages simultanément en 2 minutes. Le troisième tableau, que je vais vous montrer tout de suite, troisième tableau brille vraiment par l'organisation du ballet des figurants qui sont d'abord en avant-plan et puis qui se meuvent lentement par des mouvements différents les uns des autres qui donnent une impression effectivement de foule vers l'arrière-plan pendant que les deux protagonistes, eux, passent de l'arrière-plan à l'avant-plan, au premier plan. Alors si on revoit la séquence 2 ou 3 fois, on repère bien des figurants qui traversent le plateau, qui sortent et qui reviennent en sens inverse un peu après, c'est-à-dire voilà, il y a des allers-retours destinés à donner l'impression que l'arrière-plan est toujours peuplé. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce mouvement donne une impression de continuel renouvellement et pas de répétition. On n'a pas un défilé répétitif, il y a une manière dont la chorégraphie des figurants s'agence différemment d'un instant à l'autre. Et on a très rarement vu un effet de couleur locale posé avec cette habileté-là au cinéma avant cette date. On peut penser ici, toute proportion gardée, à la manière dont le grand metteur en scène André Antoine a frappé les esprits en 1908 dans sa mise en scène de Ramuncho de Pierre Loti avec une mémorable scène de village basque. Il déployait sur la scène du théâtre de l'Odéon l'image vivante et vibrante d'une place publique où l'on passe, où l'on se hèle, où l'on marchande, où l'on joue. Bref, la vision d'une collectivité comme ça, mise en scène à travers pléthore de figurants qui ont chacun finalement qui se croisent et qui ne correspondent pas du tout à une espèce de système de défilé ou de cohorte, comme on l'a classiquement dans les scènes de groupe dans le théâtre à cette époque, dans le théâtre à grand spectacle par exemple. On peut comprendre en voyant ça que Capellani ait été longtemps pris, semble-t-il par erreur, pour un acteur ou un régisseur formé par André Antoine. On est vraiment dans cette veine-là, de cette manière de poser un milieu, une couleur locale à travers la mise en scène d'une foule, encore une fois, de manière la plus réduite que ce que Antoine avait pu faire à l'Odéon. J'en viens au tableau suivant, celui où le mandarin arrive chez le sorcier. Donc, avec cette lumière du jour qui passe à travers les vitres du théâtre de prise de vue, cette fois par un mouvement de rotation de la caméra, vous allez voir, Capellani va recomposer le plan en cours de route en conservant la continuité. Le tableau, vous l'avez vu, s'est amorcé avec un échange au premier plan ou à l'avant-scène, si on veut. Ce moment a permis de faire exister le sorcier pour nous, on ne l'avait pas encore rencontré, donc il va fixer notre regard sur lui pour la suite. Et en même temps est venu ce recadrage qui nous permet de suivre le mouvement du mandarin qui vient à sa rencontre. Et il y a là une très belle gestion du temps et de l'espace, je trouve. Une très belle gestion du temps parce que il s'agit d'aller au-delà de la seule donnée narrative de la rencontre entre le mandarin et le sorcier. On aurait pu classiquement, dans le cinéma des premiers temps, nous dire le mandarin rencontre le sorcier, plan, ils sont au premier plan tous les deux, ils sont face à face, ils se rencontrent. Il y a une manière de la faire lentement advenir, de nous la faire attendre et désirer. Et puis il y a une très belle gestion de l'espace, avec un plan décentré à 2 foyers. Nous avons suivi, là, juste avant, 2 actions indépendantes, avec le sorcier qui ignore encore la venue du mandarin et qui s'affaire seul à écrire, et puis le mandarin, lui, qui chemine en aveugle lentement sur le chemin arrivant du fond. Et enfin, voilà, c'est la rencontre, et cette fois, nouveau recadrage, pour que cette fois, tout le monde se trouve dans ce que je pourrais appeler en quelque sorte le lieu du sorcier.